Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Braque, je suis enseignant en culture générale au sein de la classe préparatoire ISP et je vous retrouve aujourd'hui, pour vous proposer des éléments de correction, sur le sujet qui a été, livré à la sagacité des candidats, pour le concours, ENM 2022, il y a, quelques jours de cela. Donc le sujet de culture générale portait sur, consensus et compromis. Je vais vous proposer, une petite analyse du sujet, je vais vous proposer les grandes lignes de résolution qui me paraissent, utiles de mobiliser dans le cadre, de ce sujet. C'est évidemment pas, la voie unique, hein, de résolution, mais je vais essayer de vous montrer comment, du point de vue de la méthodologie que nous enseignons à l'ISP, il est possible de réfléchir à ce sujet et quel type de connaissances, on peut mobiliser. Bon, avant toute chose, quelques mots sur le sujet lui-même. C'est un beau sujet, sans doute, mais sans doute aussi un sujet difficile, parce qu'il fait appel à 2 termes, qui ne sont pas connectés directement à des problèmes du monde contemporain. On peut penser, à des sujets précédents, par exemple sur la démocratie, sur la loi, ou par exemple, si je prends d'autres sujets de culture générale, si on réfléchissait sur l'environnement, sur le risque, sur la violence, sur la sécurité, c'est des sujets qui sont plus directement ancrés dans notre actualité, sociale, politique, donc il est plus facile de voir directement à quoi il renvoie. Or là, on a un sujet avec 2 termes, bon, qu'on ne qualifierait pas d'abstrait, mais vraiment 2 termes, qui n'ont pas d'ancrage direct, qui ne font pas de référence directe à, un sujet d'actualité, comme cela peut être le cas. Donc il va vous falloir, enfin il, heu, il vous faut, dans ce cas-là, opérer par vous-même, ce lien. Car effectivement, le danger face à ce type de sujet, il me semble, c'est, de se lancer dans une dissertation, peut-être un peu, trop philosophique, qui se contenterait, d'examiner les termes et qui ferait finalement tourner le plan de la dissertation autour de ces 2 termes. Comment est-ce que l'un va avec l'autre? Ou comment est-ce que l'un contredit l'autre? Ou est-ce que l'un est la condition de l'autre? Comme je peux le voir parfois quand je corrige des copies sur des sujets formulés de la sorte. Non, il faut absolument sortir du strict cadre des 2 termes du sujet et les relier aux problématiques, du monde, contemporain et singulièrement de la société française. Je vous rappelle en effet que, face à une dissertation de culture générale, il ne faut jamais oublier le véritable intitulé de la matière, aux yeux du jury, qui est, je le cite: «Une composition portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles». C'est donc bien qu'on ne vous demande pas de livrer une réflexion d'ordre philosophique ou purement conceptuel sur ce que recouvre, sur le sens de ces termes, mais bien à travers eux, de l'utiliser comme un filtre, comme un prisme, comme un moyen de lire justement les problématiques de la société française contemporaine dans la liste assez longue de dimensions que je viens de citer. Donc, c'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister. Il ne s'agissait pas vraiment de rester collé au terme du sujet, mais de voir comment, à travers eux, on peut lire notre société, on peut lire les enjeux contemporains de notre société, étant entendu que quand on recrute des magistrats ou des fonctionnaires en général, on n'attend pas d'eux qu'ils aient un bagage philosophique de professeurs, mais qui, ça soit des citoyens éclairés, capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Il ne faut jamais perdre de vue cette idée. Sans plus attendre, procéder de façon assez classique à une proposition de ce que pourraient être les grands éléments d'une introduction, puis d'un plan avec les parties et sous-parties, conformément à la méthodologie que nous enseignons évidemment au sein de la classe préparatoire. Bon, une accroche, j'ai repéré une citation tout à fait à propos, il me semble, de Lacordaire: «Je ne cherche pas à convaincre d'erreur mon adversaire, mais à m'unir à lui dans une vérité plus haute». Si bien qu'on peut tirer de cette citation l'idée qu'effectivement il y a des vertus à l'union dans la vérité qui est une définition, on pourrait dire, du consensus, qui voisine non loin du compromis. Mais évidemment, on ne peut pas toujours avoir un bagage de citations très riche au moment d'aborder des dissertations de culture générale, on ne peut pas amener son répertoire à l'épreuve, donc on peut évidemment
tirer une accroche pertinente de l'actualité ou de l'histoire. Bah, évidemment, on parle beaucoup aujourd'hui de la crise du pacte social français, de la crise du consensus démocratique, bon, de l'incapacité de nos institutions à produire du compromis. Nous serions aujourd'hui dans une phase de polarisation de notre vie sociale et politique extrêmement forte et qui se repère souvent. On peut penser évidemment au surgissement du mouvement des Gilets jaunes qui montre bien que les instances de régulation de la vie sociale traditionnelle n'ont pas su transmettre et répondre à ces attentes. On peut évidemment parler de l'échec diplomatique face à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine en février dernier. Bref, les exemples de l'échec de la politique nationale, internationale, à produire du consensus et du compromis, et qui débouche sur un surgissement de violence, on y reviendra parce qu'il me semble que c'est un des éléments forts du sujet, sont légion, et il suffisait de puiser dans une culture historique relativement commune pour trouver des accroches pertinentes. Bon, évidemment, après l'accroche, on définit les termes du sujet, et là, s'agissant d'un sujet formulé avec 2 termes comme ça, il me semble que effectivement c'est particulièrement intéressant. Là, il y a un jeu de définition intéressant à faire, et plutôt que de patauger tout au long de la dissertation sur le sens et les définitions des termes, il faut évacuer. Il faut traiter cela dès l'intro. Toute la dissertation ne peut pas être un discours savant sur le sens, l'étymologie, la polysémie des termes de consensus et de compromis, puisque comme je vous l'ai dit et que je vous le martèle, il faut s'en servir pour traiter les problématiques de la société française contemporaine dans ses dimensions judiciaires, etc., etc. Donc le consensus, bon, moi, comme évidemment la vidéo que je vous propose n'a pas été préparée dans les conditions de l'épreuve, parce qu'il s'agit de vous fournir des éléments aptes à nourrir la réflexion et de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir, mais on peut partir, moi j'avais à la disposition le dictionnaire de l'Académie française qui définit le consensus comme un accord exprès ou tacite établi entre les membres d'un groupe, d'un parti, d'une conférence diplomatique sur l'action à mener, la politique à suivre. Donc là, c'est intéressant puisque, évidemment, quand on définit les termes, on peut recourir aux synonymes et on voit là déjà dans cette définition les différents aspects, les différents aspects du sujet. On parle de politique, on parle de parti, on parle de conférences diplomatiques, donc ça nous aiguille déjà sur les aires de connaissances qu'on peut être susceptible de mobiliser. Et puis, on pouvait aussi recourir à l'étymologie latine, parce que là, je trouve que c'est très intéressant. Il y a ce préfixe cum qui signifie avec ou ensemble, et sensus. Donc, consensus, ça peut s'entendre à la fois évidemment, de sensus, de la faculté de sentir, mais aussi du sens. Donc, c'est bien que dans le consensus, il y a l'idée d'une communauté. Et on retrouve là cette dimension politique qui, à mon sens, est essentielle d'aller explorer dans ce sujet. Donc, le consensus suppose une communauté de sentiments, un univers de sens partagé. Bon, à partir de cette définition, il faut l'analyser. Il ne faut pas se contenter d'analyser la définition, et il me semble de donner la définition, et il me semble que voilà, dans le consensus, il y a une idée de pacification, il y a l'idée que le conflit doit être éliminé, que les opinions contraires doivent être refoulées, et donc voilà, il y a cette idée de pacification sociale, que les membres, a priori, en désaccord, aboutissent à un accord, et donc le consensus est éliminé. Bon, le consensus, de ce point de vue-là, est valorisé pour son caractère pacificateur, mais il peut être paré de peu de vertu. Et là encore, il faut travailler les définitions, quand on parle de consensus mou, ou quand il se réduit à une sorte de plus petit dénominateur commun. S'agissant du compromis, toujours le dictionnaire de l'Académie française le définit comme une transaction par laquelle 2 parties font des concessions mutuelles. Donc, contrairement à la logique du consensus, et là on voit qu'il y a quand même des éléments différents, même s'ils renvoient un peu à la même idée, le compromis ne vise pas tout à fait à résoudre le conflit. Il peut subsister le conflit. Mais qu'en même temps, chacun, toujours dans une idée de pacification, fait des concessions mutuelles, va vers l'autre. Donc il y a une forme d'idée d'une position médiane, intermédiaire, et qui est quand même pas très loin de la délibération démocratique. Parce que dans la délibération démocratique, mais j'y reviens, il y a cette idée que les intérêts en présence se régulent et aboutissent par la délibération à une position médiane intermédiaire qui serait peut-être celle du bien commun.
On peut passer par le droit aussi, puisque le compromis a cette dimension arbitrale, contractuelle et arbitrale, par laquelle on peut résoudre un litige en le soumettant à des arbitres. Et là aussi, on voit une dimension intéressante qui est celle de la dimension procédurale. Évidemment, il y a cette dimension de justice. Il y a des procédures par lesquelles on aboutit à un compromis. Le compromis ne naît pas comme ça, il faut organiser la discussion. Mais là encore, le compromis a deux faces, parce qu'il y a un compromis par de vertu, et il y a un compromis qui est voisine non loin de la compromission. Et c'est souvent le reproche que font les doctrines révolutionnaires à la politique, de dire que transiger, finalement, faire un compromis, c'est transiger avec ses convictions, et que il ne doit exister en politique que la pureté des convictions. Donc, fort de ces définitions, je vais passer à une analyse du sujet. Et là, l'opération que vous devez mener dans votre dissertation, c'est bien de connecter le sens des mots que vous avez dégagés avec notre contexte politique, économique, social, philosophique, culturel, et ainsi de suite. Et donc, moi, la voie que je vous propose est la suivante. Déjà, le consensus comme le compromis, ils sont essentiels à la vie en société, parce qu'on part d'une situation où, évidemment, les individus et les groupes ont des intérêts divergents, des désirs divergents, des positions, des opinions, des représentations divergentes face à non seulement la manière de se représenter les choses, mais où est-ce que doit aller la société. Et la société, par ses institutions de régulation, donc évidemment politique au premier chef, mais pas seulement la régulation sociale, on peut penser à l'école, à la famille, à l'église, au travail, au corps intermédiaire, sais-je. La société est structurée par cette question de la régulation du conflit pour assurer le vivre ensemble, sinon c'est la fin de la société. Là, on va passer encore un cran et je vais politiser le sujet. Et les deux termes, de ce point de vue-là, il me semble que c'est quelque chose qu'il faut réparer, sont inséparables de la démocratie libérale qui, précisément, promet l'avènement d'un monde pacifié où les clivages et conflits se règlent par des procédures rationnelles. Le vote, l'épreuve de la discussion parlementaire, ce sont des procédures encadrées par le droit, qui respectent le droit et les libertés fondamentales et qui respectent les positions de chacun et tentent d'aboutir à des positions de consensus et de compromis pour assurer la décision sociale, mais aussi pour assurer la pacification sociale. Et ce qui me semble intéressant de souligner, c'est que combien même il peut y avoir du dissensus qui subsiste en démocratie, il y a un consensus sur la forme sociale de régler le conflit. Qui est justement l'institution démocratique, et qu'il y a eu consensus sur l'idée que même si c'est l'opposition qui triomphe, sa décision est légitime. La démocratie repose sur l'acceptation par la minorité de la voix de la majorité. Mais donc, au-delà de simplement la question procédurale, il y a, à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut repérer. Pour ceux qui connaissent Jürgen Habermas, c'est le sens de ses travaux sur la démocratie et l'espace public. C'est que la démocratie, en démocratie, les volontés s'expriment dans le dialogue et dans la discussion plutôt que par la violence. Donc, voilà. C'est comme ça, à mon avis, qu'il fallait relier le sujet consensus et compromis à notre situation politique, économique, sociale. Bon, dans la dissertation, il faut essayer de trouver aussi les angles morts du sujet. Et comme je disais à l'occasion des définitions, on pourrait aisément arguer que le consensus comme le compromis sont des faux semblants, qui constituent la voie vers le reniement d'un idéal de justice supérieur. Et certains disent d'ailleurs qu'en réalité, face à l'irréductible diversité des désirs humains, le compromis n'existe pas vraiment. Que ce qui est premier dans la vie humaine, c'est le conflit. Et que nier sa dimension conflictuelle de la vie humaine, c'est au mieux n'y rien comprendre, au pire donner quitus aux dominants, aux possédants, à ceux qui imposent leur vue. Parce que qui fait le compromis en réalité? Est-ce que malgré l'idée de compromis, il n'y a pas toujours un gagnant, un perdant, une partie forte, une partie faible? Les civilistes qui connaissent bien la matière contractuelle peuvent éventuellement explorer cette voie. Par ailleurs, ni le consensus ni le compromis n'offrent de garantie quant au respect du bien commun. La majorité peut parfaitement embrasser des projets politiques fanatiques, délirants. Ça s'est repéré dans l'histoire. On peut évidemment penser au surgissement de l'Allemagne hitlérienne, au fascisme italien, à la révolution soviétique, et à beaucoup de moments historiques où les foules se sont soulevées et ont embrassé des projets destructeurs. Il y avait peut-être consensus sur le projet, mais s'agissait-il d'une poursuite du bien commun?
De la même manière, on parle de consensus scientifique, mais le consensus scientifique, il est toujours un peu sujet à caution. Existe-t-il vraiment? Voilà, donc c'est ça les éléments de problématique, c'est de repérer qu'à la fois le consensus et le compromis sont inséparables de la société démocratique et qu'en même temps, sont-ils toujours les meilleurs garants des valeurs démocratiques, de la poursuite de l'intérêt commun? Est-ce que ce ne sont pas des faux semblants? C'est dans ce paradoxe, dans cette ambivalence qu'il fallait, me semble-t-il, raisonner. Donc le plan que je vais vous proposer, d'abord, je vais vous dire que la démocratie développait cette idée qu'il y a une éthique du consensus et du compromis, mais qu'elle est contestée. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais explorer l'idée de la crise de notre pacte social, parce qu'évidemment, notre pacte social, aujourd'hui, on ne cesse de diagnostiquer sa crise, l'idée que le consensus démocratique, la capacité à produire du compromis, est mise à mal, et s'est repéré encore récemment dans le moment politique que l'on vient de vivre, puisque c'est vrai qu'on diagnostique non seulement que certains n'adhèrent plus au consensus démocratique, par l'abstention et le manifeste par l'abstention. Et on fait aussi le constat d'une extrême polarisation des options politiques et les réseaux sociaux en donnent une illustration certaine. Alors, je ne vais pas vous faire tous les développements détaillés, je vais vous donner les grandes idées avec lesquelles je raisonne. Donc, rang 1, évidemment, l'idée que la démocratie porte cette éthique du consensus et du compromis, et donc dans un grand A, j'ai développé cette idée, et effectivement, la démocratie, elle est fondée sur l'exigence du consentement. La démocratie, c'est des théories du contrat social. Hobbes, Rousseau. Donc c'est bien cette idée que les hommes sont a priori libres, contrairement aux sociétés anciennes où les valeurs sociales, les valeurs communément admises, les options politiques étaient déterminées par un extérieur. Le cosmos chez les Grecs, qui cherchaient dans la nature les règles de l'organisation collective, hiérarchisée. Dans les sociétés d'Ancien Régime, la religion, la tradition. Mais, si vous voulez, les valeurs sociales fondamentales étaient non pas soumises à la discussion, parce que précisément, elles étaient données par cet extérieur. Dans la société démocratique, les hommes se déclarent libres, et il leur revient à eux de chercher le consensus et le compromis, d'élaborer leur consensus et c'est le compromis sur lequel fonder la société. C'est le principe même du contrat social. Le contrat, comme en droit, est un accord de volonté entre des individus libres. Et le meilleur exemple aujourd'hui de cette idée démocratique, c'est le vote. Le vote, ça n'est rien d'autre qu'une opération par laquelle on donne notre consentement, on parvient à un accord. Et aujourd'hui, il y a consensus en théorie, dans la démocratie, il y a consensus sur l'idée que c'est le meilleur régime pour réguler la vie sociale d'individus libres et égaux. Et donc, au centre de la démocratie, il y a cette éthique de la discussion. Et là, on peut développer l'idée de l'Assemblée parlementaire. Au centre de la vie démocratique, il y a le Parlement, le lieu de la délibération. Plus largement, on peut évidemment parler du débat public. Et on voit bien que le débat public en démocratie se nourrit continuellement de cette discussion entre des oppositions contraires et qu'à un moment, il y a des opérations procédurales, politiques, pour parvenir à un compromis entre les options, au moment du vote évidemment et au moment du vote des lois, avec la discussion avec les partenaires sociaux, avec les corps intermédiaires, pourquoi pas avec les lobbyistes après tout, puisque eux aussi participent de la nourriture de ce débat public. Et donc au centre de la démocratie, il y a ce rôle central de la discussion. C'est quelque chose que nous explique par exemple Bernard Manin dans les principes du gouvernement représentatif. Et enfin, et là aussi pour voir que on peut voir les différents aspects du sujet, on peut voir dans quel sens ces principes démocratiques se répètent au niveau international et notamment depuis 1945. La vie diplomatique et internationale, centrée sur les États, est certes dominée par la guerre, l'actualité en donne un nouvel exemple criant, et en même temps, les sociétés démocratiques ont depuis 1918 avec la Société des Nations et 1945 l'ONU et un certain nombre d'organisations internationales tenté de répéter au niveau international cette logique démocratique de la discussion diplomatique et d'aboutir à des compromis internationaux au sein des instances de régulation internationales. Donc, voilà, le lien entre l'idée de consensus, de compromis et de démocratie, mais dans le B, et un peu comme
cette idée de balancement que j'avais introduite dans l'introduction, de voir que cette idée du consensus démocratique est très critiquée, et ce depuis longtemps. D'abord par la thèse libérale, c'est quelque chose qui est très présent dans la philosophie politique libérale depuis le XVIIIe siècle, qu'on peut trouver chez Benjamin Constant, mais que ça a été très largement développé chez Alexis de Tocqueville, l'idée de tyrannie de la majorité. Et voilà, c'est l'idée qu'en démocratie, en réalité, derrière ce qu'on appelle les voies du compromis démocratique, il y a en fait une règle majoritaire. Et que la règle majoritaire n'est-elle pas finalement l'imposition de la tyrannie de la majorité sur la minorité, qui n'a pas voulu les options retenues par la majorité. Et que finalement, la démocratie jette sur cette opposition, sur ce conflit fondamental, un voile de consensus et de compromis qui n'est pas du tout la réalité sociale, mais il peut y avoir une opération tyrannique dans la démocratie. Mais à l'autre bout du spectre politique, dans les thèses marxistes, eh bien, il y a aussi cette idée chez Marx que le consensus, c'est ce qu'il appelle, c'est sa critique de l'idéologie. L'idéologie, c'est une vision du monde partielle et partielle. Partiale parce qu'en fait elle est le fruit comment on dit, des idées des dominants, donc chez Marx des capitalistes, qui imposent leur vision sur la division du travail, sur la propriété privée, et que c'est naturel et que c'est le meilleur moyen d'organiser l'économie, et qu'en réalité, derrière ce discours d'intérêt général, il se gage une logique de préservation de l'intérêt de classe. Et que ce discours, qui se présente comme un discours philosophique, politique, d'intérêt, en réalité nie ce qui se joue derrière, c'est la domination de classe. Voilà. Aujourd'hui, dans une forme plus actuelle, on peut dire aussi que les populismes critiquent le consensus démocratique, que pour eux, il n'y a pas de voie de consensus démocratique possible, mais que l'action politique doit en passer par le conflit. Parce que leur lecture du monde, structurée par un recours systématique à l'appel au peuple, pris comme une entité homogène, idéalisée, c'est le style politique décrit par Pierre-André Taguieff dans l'illusion populiste, ouvrage de 2002. Ben, c'est structuré par cette opposition entre eux et nous, les élites, le peuple. Et que face à cela, ils rejettent les voies de la démocratie représentative classique. On le voit dans les exemples contemporains, Donald Trump, Viktor Orban, l'expérience du Venezuela, pour imposer une logique conflictuelle du politique, pour rétablir ce qui se représente être le peuple souverain, seul porteur de la vérité et du bien en politique, comme l'opérateur central du jeu politique. Donc, ce populisme, il nous donne une transition intéressante vers la deuxième partie et vers mon grand 2, donc pour explorer l'idée de la crise du pacte social et comment on peut éventuellement le résoudre. Comment est-ce qu'on peut retrouver les voies du commun? Effectivement, le populisme naît dans un contexte où on diagnostique la crise du commun. Il naît dans un contexte de crise, c'est dans un contexte de crise démocratique. Un constat assez partagé que naît l'option populiste. Et donc, on va essayer d'explorer l'idée de cette crise du pacte social français. Alors évidemment, il y a déjà une crise des institutions démocratiques. Alors, on peut évidemment se référer à de nombreux travaux, par exemple ceux de Pierre Rosanvallon dans la contre-démocratie, pour qui les 3 éléments essentiels au fonctionnement d'une démocratie sont aujourd'hui en crise. La représentativité, on trouve toujours les élus pas assez représentatifs, le manque d'identité entre la représentation de nos élus et les représentés, la confiance du fait des affaires, de l'idée bien répandue qu'ils ne respectent jamais leurs promesses, et aussi de la légitimité du pouvoir. On trouve toujours que le pouvoir n'est pas légitime, et ça s'est vu beaucoup récemment, hein, pendant par exemple la crise du Covid, où on a vu l'exécutif prendre le pas sur le Parlement, et beaucoup de critiques ont été faites selon l'idée que l'exécutif n'était pas légitime, hein, d'un point de vue politique, à décider, à présider aux destinées de la nation dans une situation de crise, sans en référer de manière plus constante et rigoureuse au Parlement. Voilà, cette crise démocratique, elle est protéiforme. On a parlé du populisme, on peut parler évidemment de l'abstention, on peut parler de la crise de confiance. Et naît l'idée qu'il faut rénover les institutions démocratiques, notamment celle de la Ve République, qui, avec le fait majoritaire, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral en 2002, sont considérées comme trop verticales. Intéressant cette idée de verticalité, parce que précisément, l'idée de verticalité, elle porte
par définition en elle l'idée d'une pratique peut-être que d'aucuns considèrent, qualifient d'autoritaire du pouvoir, mais derrière cette idée de verticalité des institutions de la cinquième, il y a finalement peu de place pour le consensus et le compromis, puisque la verticalité implique nécessairement que ça soit quelqu'un qui impose ses vues contre le consensus et le compromis. Alors, on peut également parler dans cette deuxième partie de la tradition jacobine, la tradition centraliste française, qui puise sans doute ses sources dans la centralisation déjà à l'œuvre dans l'institution monarchique, et aussi par l'idée que notre pays a été longtemps structuré par la religion catholique et l'institution ecclésiale elle-même extrêmement centralisatrice. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'idées de décentraliser, mais on parle aussi beaucoup contre le jacobinisme, de rénover le modèle social pour accorder une vraie place au corps intermédiaire, aux syndicats, aux organisations représentatives de la société civile. C'est ce qu'est censé faire le Conseil économique, social et environnemental. On peut évidemment discuter de son poids réel dans les institutions. Voilà. Mais la question de la crise de notre Romain, elle n'est pas uniquement liée à une crise institutionnelle. Il y a une crise des récits communs, sans doute aujourd'hui, qui est multifactorielle, qui est liée aussi à l'affaissement, enfin à la fin du récit et qui nous a porté pendant les Trente Glorieuses, avec une sorte d'union permise par la croissance, qui permettait, grâce au régime de croissance continue, de redistribuer régulièrement les fruits de cette croissance au mouvement ouvrier, largement représenté et structuré par les syndicats, par le Parti communiste. Aujourd'hui, ce consensus-là, enfin, cet état de compromis social est terminé, sous l'effet de la mondialisation, sous l'effet de la chute de l'Union soviétique. Et c'est intéressant aussi, cette idée de l'Union soviétique, c'est l'idée qu'il n'y a plus tellement de grands récits qui nous portent. Il y a eu un récit républicain pendant toute la première partie du XXe siècle. Le récit progressiste du communisme s'est effondré. Le récit de la progression de la démocratie qu'on a repéré avec, par exemple, Fukuyama au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, et l'idée que le modèle de la démocratie libérale allait triompher est remise en cause aujourd'hui. Donc voilà, crise des récits, crise du commun. Et on pourrait ajouter aussi cette idée intéressante que Myriam Rivaud-Dallon a diagnostiquée dans un ouvrage récent, Les faiblesses du vrai, et qui tient à l'essor des thèses complotistes, des fake news, et qui mettent la démocratie en défi. Est-ce qu'elle dissolve l'opposition de vérité et croyance, sur lequel repose pourtant l'espace public moderne, et qui présuppose justement l'idée, le partage d'une raison commune, afin que la concurrence des idées profite aux meilleurs d'entre elles. Bon voilà, finalement, s'il n'y a plus d'accord sur les possibilités de ce qu'est une idée juste, une idée rationnelle, une idée vraie, mais qu'aujourd'hui on rentre dans un régime de fake news ou d'alternative facts, d'alternative truth, de post-truth, comme ça a été mis au devant du débat public au moment de la présidence de Donald Trump. On se demande bien comment le débat public peut parvenir à un consensus du compromis si, y compris, les bases de ce débat ne sont pas partagées. Voilà les éléments de cette crise du pacte social, de cette crise du commun. Et d'abord, maintenant, il faut tâcher d'y répondre. Eh bien, face aux insuffisances de la démocratie, comment travailler ? Évidemment, il y a toutes les idées de la réforme de la démocratie pour passer de l'idée d'une démocratie gouvernée, une démocratie gouvernante qui impliquerait davantage les citoyens, non seulement peut-être dans les processus de décision, mais également dans les processus de contrôle. Il faut sans doute rénover le modèle social pour faire une vraie place au corps intermédiaire, aux syndicats, mais pas seulement, à des espaces de délibération de la société civile. Et il faut sans doute lutter contre la progression des fake news, des thèses complotistes. Il faut sans doute aussi retrouver un récit commun. Bon, c'est sans doute une douce incantation, mais c'est un mot qu'on entend souvent dans la bouche des politiques, cette idée de refonder un récit commun pour, ainsi dire, embarquer toute la population dans un projet collectif. Voilà. Sans doute aussi, si vous le souhaitez, on peut parler, et c'est toujours de bonne aloi dans une dissertation, du rôle que peuvent jouer les institutions
européenne, internationale, ou même du projet de l'écologie. Je parlais de récits communs. Est-ce que la transition écologique ne pourrait pas constituer l'occasion de ressouder la société autour d'un consensus? Voilà les éléments qui, à mon sens, pouvaient être utiles pour explorer ce sujet. Il y en a évidemment d'autres. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas parlé de tout ce dont j'ai parlé que vous vous êtes trompé. C'est la voie que je vous propose. Bon, c'est aussi un corrigé, comme je vous le disais, que j'ai pas tout à fait fait dans les conditions du concours. Donc, c'est évidemment pour vous apporter des éléments de réflexion. J'espère pour les candidats ENM que cette vidéo vous a été utile. Pour ceux qui l'ont passé, comme pour ceux qui préparent les concours et qui essayent de réfléchir aux sujets qui sont susceptibles d'être posés. Je souhaite bon courage à ceux qui poursuivent la voie de la préparation du concours, hein, que je sais difficile, et après une courte période de repos, il faut se relancer déjà dans des oraux difficiles, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour tous les autres qui n'en sont que, quel que soit le stade de leur préparation, je leur souhaite évidemment bien, comment dire, de bonne chance dans leur préparation, et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, au revoir.